se raconte des histoires. Une présentation du groupe JD qui fait partie de l'histoire de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans depuis 20 ans. De tout temps, le diable fait partie de l'imaginaire de l'humanité. Il lui arrive parfois de prendre la forme humaine, mais aussi animale. Dans la prochaine légende racontée par Pierre, la forme que prend le diable est assez surprenante. Ben, vous savez, le diable, vous allez voir, Pierre-Joseph va vous raconter ça tantôt, mais le diable, là, il a construit des églises. Ben oui. Il a construit des ponts aussi. Ben oui. Mais parce qu'il faut dire que le curé de Saint-Laurent, à l'île d'Orléans, il a été astucieux, puis il a été d'une clairvoyance quand il a vu arriver ce que vous allez voir arriver tantôt par Pierre-Joseph. Bonne écoute. Donc, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est l'histoire d'un cheval qui construit l'église. Ça s'est passé à l'île d'Orléans, à la paroisse de Saint-Laurent. Le curé Plante a vu détruire par un incendie son église. Il était découragé, les paroissiens aussi. À un moment donné, il réunit ses fidèles, puis il dit, il faut se reconstruire. Puis l'objectif, ce serait plaisant de fêter la Noël pour dire la messe de minuit. Ça fait que les paroissiens, c'était tous des fermiers. On dit, ben, monsieur le curé, on est prêt à vous aider. Mais ça dépend aussi de nos saisons puis de nos travaux à ferme, là. Peut-être qu'on est capable de faire une rotation intéressante, mais c'est sûr que le curé, il n'a pas pris de chance. Il s'est engagé un bon foreman, 2 maçons de Québec, puis un charpentier, un bon. Ça fait qu'ils ont commencé à construire l'église bien tranquillement, là, les fondations. À un moment donné, je ne sais pas d'où il venait, il y a un gros cheval noir, là, même pas de bride, rien, là, qui passe à côté du chantier à peu près à 3 pieds. On ne sait pas d'où il venait, ce cheval-là. Mais c'était le diable. C'était le diable en personne, vous allez voir. Ça fait qu'à un moment donné, au moment où il a passé, après qu'il soit passé, le maçon, il reçoit une pierre sur le pied. Il se casse un pied. Ça fait que le foreman, il va voir le curé Plante, il dit, c'est passé un petit accident, puis il y a un cheval qui passe. En tout cas, on verra bien, on verra bien. Fait que quelques jours après, il continue quand même les travaux. Quelques jours après, ben le cheval, il repasse. Puis au moment où le charpentier est en train, avec une grosse poutre, d'essayer d'installer quelque chose, le cheval passe, la poutre échappe au gars. Il le reçoit en plein sur l'épaule puis dans le front. Il se blesse un peu. Alors là, le foreman, il va voir le curé Plante, il dit, « Ça n'a pas de bon sens, monsieur le curé. Le cheval noir, il a passé encore tantôt, puis là, c'est le charpentier qui s'est blessé. » Le curé, il dit, « J'ai mon idée, moi, j'ai mon idée. » Il dit, « Attends-moi bien, demain matin, va dire ma messe plus de bonne heure, puis m'aller sur le chantier à bonne heure. » Fait que le curé arrive, il dit sa messe. Il arrive avec sa soutane, son surplis, son étole dans le cou. Il n'y avait pas d'eau bénite, parce qu'il savait que s'il prenait de l'eau bénite, parce que là, le cheval noir, là, je ne vous l'ai pas dit encore, mais c'était le diable. Ça fait qu'il dit, c'est sûr que s'il mettait de l'eau bénite, le diable, il disparaîtrait. Il dit, bon, me servir du diable pour construire mon église. Il surveille. Il était à côté des fondations, puis qui montait tranquillement. Fait que le diable, le cheval arrive à côté du chantier, il passe à peu près à 2 pieds du curé. Le curé pogne son étole qu'il avait dans le cou, puis il met ça sur le cheval. Le cheval, il brique bien raide, il arrête bien dur. Il n'était plus capable de bouger. Mais le curé, il savait que c'était le diable. Ça fait que là, il y avait à côté de lui une bride. Vous savez qu'une bride, ça fait comme une forme de croix, hein? Ça fait qu'il installe la bride, oui. Le cheval. Puis là, il dit aux autres du chantier, ce cheval-là, il va vous donner bien du temps, puis bien du bon boulot. Mais jamais, au grand jamais, il faut le débrider sans que je sois présent. Si vous le débridez,
il pourrait vous arriver quelque chose. Hey, le cheval, il travaillait. Il était 12 autres chevaux. Il travaillait plus fort que les 12 chevaux déjà qui travaillaient, parce qu'à Saint-Laurent, aller chercher de la pierre en bas, c'était pas évident. C'était dur. Il travaillait bien. Il travaillait bien. Il s'occupait. Il y a toujours un gars qui s'occupait de lui. Toujours le même. Ça allait bien. Hey, des semaines puis des semaines. Hey, l'église, le curé était content. Ça avançait à son goût. Mais à un moment donné, le gars qui s'occupait de ce cheval-là est tombé malade. Fait que, il y a un apprenti charretier de la paroisse à côté qui est venu se proposer. Il dit au foreman, il dit, bon, m'occuper du cheval, il dit, je suis en train de devenir charretier, puis moi être bon. Mais il n'avait pas dit la consigne. Fait qu'il travaille toute la journée avec le cheval, puis à côté, puis ça allait bien. Puis à côté, il y avait un petit ruisseau. À la fin de la journée, l'apprenti charretier, il dit, « Allez le faire boire un peu, pauvre cheval, il a travaillé fort. » Il débride sans que M. le curé soit là. Hey, le cheval est parti à la belle course, oui. Et on ne l'a jamais revu. Mais l'église n'était pas totalement finie encore. Il restait une pierre à poser, bien, ils ne l'ont jamais posée. En souvenir de ce journée-là, parce que c'est le diable qui avait construit l'église de Saint-Laurent. On parle ici de l'église de Saint-Laurent de l'île d'Orléans, qui a une riche histoire que nous fait découvrir Pierre Lahoud, historien, amoureux de l'île d'Orléans. En fait, il y a eu deux églises à Saint-Laurent. La première église date du 18e siècle. Et évidemment, comme dans beaucoup de paroisses, à un moment donné, l'église était trop petite. Alors, le curé, en voulant agrandir son bâtiment, son église, a décidé d'en construire une autre. On a des témoignages assez extraordinaires d'ailleurs, parce que c'est un des seuls cas au Québec où on voit les deux églises côte à côte, l'ancienne et la moderne. Et dans le cas de l'ancienne, ce qui était extraordinaire, c'est que c'était une copie conforme de l'église qu'on retrouvait à Sainte-Anne-de-Beaupré, la première église de Sainte-Anne. Okay. Ce qui était le fun dans ces églises-là, c'est qu'il correspondait à un canon ecclésiastique très important, c'est-à-dire que le cœur de l'Église devait toujours être orienté vers l'Est, vers Jérusalem ou vers Rome. Et les façades étaient toujours orientées vers l'Ouest. C'est systématique pour la plupart de toutes les églises du Québec. Saint-Laurent en fait partie. Alors, vous avez la façade de l'Église qui est toujours orientée vers l'Ouest et le chœur qui est orienté vers l'Est. C'était aussi très pratique parce que cette façon de faire permettait aux églises d'être toujours orientées côté sud pour le toit. Et ce qui fait que, évidemment, le toit se déneigeait beaucoup plus vite et subissait moins fort les intempéries. Parce qu'on sait qu'à l'île, entre autres, le vent du Nordais est un des vents les plus mordants et c'était le côté le plus étroit de l'église qui était orienté vers le nord-est. Quand on a construit la deuxième église, évidemment, c'était au milieu du 19e, on s'installe, on décide de construire une église qui était un petit peu dans le style néoclassique, avec un toit, un versant et une espèce de régularité au niveau des ouvertures, une symétrie. Alors, cette église-là correspond aux grandes normes de ce qu'on pouvait retrouver au 19e, un peu partout au Québec. C'est l'église classique du milieu du 19e siècle. Lorsque les Anglais envahissent la Nouvelle-France, Wolfe arrive ici et le curé de Saint-Laurent, décide, lui, de mettre un panneau sur son église pour demander aux Anglais de ne pas brûler son église. Et il leur offre même des légumes. Alors, il faut croire que ça a sensibilisé ce Wolfe-là, et ce qui a fait que Wolfe n'a pas brûlé l'église. Mais en général, les Anglais ne brûlaient pas. Ils ont brûlé des églises, mais pas toutes, parce qu'ils s'en servaient pour s'y réfugier. Alors, on a eu la même chose aussi à Saint-François de l'île d'Orléans, où l'église de Saint-François servit d'hôpital. Alors, vraiment, mais heureusement pour nous, l'église n'a pas brûlé. Il faut dire que Saint-Laurent, c'était, écoutez, un réservoir incroyable de marins,
Mais en plus des marins, on y avait des constructeurs de chaloupes. C'était l'endroit au Québec où on construisait le plus de chaloupes. Écoutez, il y avait plus de 400 chaloupes qu'on construisait ici à Saint-Laurent par année. C'est énorme. On y retrouvait une quarantaine de chalouperies qui travaillaient tout le temps à y construire des chaloupes. Alors, et par la suite, ces chalouperies-là, pour beaucoup, sont devenues des chantiers maritimes très importants et qui ont fait la gloire aussi de Saint-Laurent. Donc, on y retrouvait des marins, des ouvriers et des gens toujours versés dans le contexte, le domaine maritime. L'église de Saint-Laurent est spéciale parce que on vous l'a dit, c'est une église qui aurait été construite par le diable. Alors, c'est tout le côté légendaire du diable constructeur d'église qu'on retrouve dans ce bâtiment-là. On en retrouve à quelques endroits au Québec. L'église de Trois-Pistoles a été également construite par le diable. Alors, c'est des anecdotes, mais ça fait partie de notre folklore à nous. Un autre personnage mythique nous est raconté cette fois-ci par Françoise. Et c'est le bonhomme 7 heures qui a fait peur et qui continue à faire peur à bien des enfants. Écoutons Françoise nous le présenter. Dans toutes les cultures, on a une histoire pour envoyer les enfants turbulents au lit, qu'il s'agisse du boogeyman, du père Fouettard, le croque-mitaine, le marchand de sable. Enfin, toutes ces histoires étaient un peu une menace pour faire peur aux enfants et les faire rester dans le lit. Bien, ici au Québec, on a ce qu'on appelle le bone setter. Et comme c'est un mélange de culture francophone et anglophone, bien, c'est devenu en français le bonhomme 7 heures. Ça avait la même consonance phonétique. Alors, le bone setter, qui était un peu le ramancheur de l'époque, l'homme médecin, et qui faisait hurler les adultes, bien, imaginez-vous ce qu'il ferait aux jeunes enfants. Alors, écoutez attentivement, c'est la légende du bonhomme 7 heures. La légende du bonhomme 7 heures. Bien, depuis toujours, on a cherché à soigner les maladies avec des feuilles, des plantes, des arbustes, la sève des arbres, toutes sortes de substances provenant des végétaux et des animaux. On utilisait des gousses d'ail, de l'oignon cru, de la moutarde, de l'huile de ricin, de l'absinthe, des coins de l'or, de l'huile de foie, du sang de bœuf, enfin, j'en passe. Tout ça pour guérir la toux, les rhumatismes, la maladie des poumons, de la vessie, de la croupe, le mal de dents. En somme, tout ce qu'une bonne conseillère, de par la nécessité de trouver un remède impérieux pour nous soulager au plus vite, réussissait à nous convaincre d'avaler comme une potion curatrice. Bien, ces traitements miracles nous venaient de l'expérience et de la sagesse populaire qui avaient été vérifiés au fil des ans. Ces diverses solutions à nos douleurs et nos souffrances étaient communément ce qu'on appelait les remèdes de grand-mère. Puis, il y avait aussi les remèdes à caractère magico-religieux, tout droit sortis de nos traditions populaires, de nos croyances, de nos superstitions, des prières, des formules magiques. En somme, comme porter un collier en bois noisetier, une pierre de cristal, une amulette, une médaille, un scapulaire, tracer une croix, asperger d'eau bénite, faire l'imposition des mains, en sorte, toutes sortes de rituels et de gestes secrets. Bien, les personnes qui pouvaient nous aider dans ce genre de guérison, bien, c'était le prêtre, la sage-femme, le 7e enfant d'une même famille, le sorcier, le ramancheur, le rabouteur, l'homme qui arrêtait le sang. Enfin, toutes ces personnes étaient autant de possesseurs de secrets privilégiés. Bien, c'est ici qu'on m'a raconté l'histoire du bone setter, du ramancheur. Au temps où la vie en Nouvelle-France était difficile et demandait une santé de fer, bien, il fallait tout faire, à partir de défricher, déboiser, débroussailler, semer, ensemencer, récolter, bien, tous les ans, ça recommençait. Il fallait aussi construire la maison, la grange, l'étable, les dépenses, les bâtiments secondaires et aussi l'église qui était de loin le bâtiment principal. On peut dire que les journées étaient bien remplies avec les travaux domestiques, l'entretien général et l'élevage des animaux. Puis, le riz l'hiver
appelait les colons sur le terre à bois ou encore dans les chantiers de bûcherons ou en expédition de chasse, étant donné que la fourrure était l'activité économique d'importance. La vie est un rude combat. Puis, à tous les ans, les familles étaient nombreuses, mais il s'ajoutait toujours un nouveau rejeton. On peut dire que la besogne aussi dans la maison ne manquait pas. Avec tous ces durs labeurs, puis suite à un faux mouvement ou une bad luck, il arrivait qu'on se déplace un bras, une épaule, qu'on se fasse une entorse ou qu'on étire un muscle. On appelait le bone sitter, le ramancheur qui se promenait de village en village. Il était un expert dans l'art de manier les muscles, de replacer les articulations des mises, de corriger des maux de dos ou n'importe quel autre mot. Cet homme médecin avait un certain savoir, une réputation de guérisseur, et on dit qu'il avait des dons particuliers pour venir au secours des mal en point. Ses mains fortes et déterminées pétrissaient le patient à soigner, du style pousser des cris de cochon égorgé. Quand il venait, on pouvait le voir, il se déplaçait avec sa grosse roulotte, où sur les côtés, il y avait des gros écriteaux en grosses lettres. Bone sitter, ramancheur, homme médecin, guérisseur, puis en plus petites lettres, élixir, potion, remède, onguent, alcool, en fait, tout ce qu'il pouvait vendre pour retirer un certain pécule. Mais quand il arrivait, il arrêtait sa roulotte à quelques pas de la maison. Puis, on pouvait voir une main qui ouvrait la porte, tassait un rideau en velours rouge. Puis, il en sortait un homme très grand, élancé, tout habillé en noir, avec une cape dont le col remontait, et sur la tête, un chapeau noir qui couvrait sa chevelure, qui, tout comme sa moustache et sa barbe, était sel et poivre. Sous le bras, il y avait une trousse, et dans l'autre main, une poche vide. Bien, quand il arrivait, avant même qu'il ait eu le temps de mettre le pied sur la première marche de la galerie, il s'annonçait d'une voix forte, avec un accent anglais. « C'est moi, le bone sitter, j'arrive avec ma médecine et le miracle ou le secret de repair des os. » Hey, la mère à l'intérieur, toute excitée, ramassait la marmaille, les faisait sortir par la porte en arrière, par le disant « Restez sur la galerie jusqu'à ce que je vous le dise, surtout tenez-vous tranquille. » Puis, elle allait ouvrir la porte au bone sitter et l'emmenait auprès du patient à traiter. On pouvait deviner qu'il s'exécutait avec un malin plaisir, sachant fort bien que le malheureux, après son intervention, lui en serait reconnaissant. Donc, il commençait le traitement avec l'endormissement des sens. Ça, c'est-à-dire qu'il faisait boire une rasade d'alcool, faite maison, pour essayer de calmer le patient. Puis, il mettait un onguent paralysant sur la place soignée, aussi faite maison. Après ça, ses grosses mains pétrissaient, tripotaient l'endroit à réparer, étirant les muscles, cassant des os pour mieux les réparer. On entendait « Oh, aïe, aïe! » Les enfants sur la galerie étaient morts des fois en entendant ces hurlements, ces cris de douleur, ces gémissements. Ils ne savaient pas que toutes ces lamentations seraient bientôt la fin de la souffrance de la personne qui était traitée. À la fin du traitement, pour le remercier, on emplissait sa grosse poche avec des poules, des légumes, une bouteille d'alcool, quelques centimes, pour le payer en dédommagement puis en gratitude d'un fier service qu'il venait de rendre. Et puis, il mettait la poche sur son dos, puis il repartait avec sa trousse pour retourner à sa roulotte. En même temps, il jetait un regard sur la galerie aux enfants qui se bousculaient pour essayer de l'apercevoir. Alors, d'une main menaçante, il les pointait du doigt en les regardant. Puis après ça, il retournait dans sa roulotte puis disparaissait à l'horizon. Peu de temps après, les parents, sachant que les enfants avaient une peur bleue suite à la visite de cet homme, ont commencé à utiliser la menace parce que les enfants étaient très indisciplinés et surtout à l'heure du coucher qui était à 7 heures, on avait de la difficulté à les envoyer au lit. Alors, ils ont commencé à dire « Hey, les enfants, vous devez aller au lit. Si vous n'y allez pas,
On va faire venir le bone setter. Hey, les enfants se dépêchaient de disparaître sous les couvertes. Imaginez, ils faisaient hurler les adultes. Alors, qu'est-ce qu'ils leur feraient à eux? Ah, il n'y avait pas de chance à prendre avec toute la sagesse de leur jeune âge. Ils savaient qu'il valait mieux disparaître sous les couvertures avec leur toutou et leur chat. Ah, le jeu n'en valait pas la chandelle. Oups! Comme le temps passe. Oh, il est presque 7 heures. Bonne nuit! Malgré tout le mystère qui entoure le bonhomme 7 heures, il existe bel et bien des gens qu'on appelle ramancheurs, qui ont soulagé bien des habitants par leurs bons soins. Jacques Blais, un grand féru d'histoire, nous présente ces ramancheurs. Le bonhomme 7 heures, c'est ça? Bien, en fait, la légende du bonhomme 7 heures vient du mot anglais bone setter, donc bone l'os, setter celui qui replaçait les os, bone setter. Donc là, les gens, vous savez, souvent, là, les francophones, ils entendaient le terme en anglais, puis bone setter, hey, le bonhomme 7 heures, hey, c'est le bonhomme 7 heures qui s'en vient. Puis là, le ramancheur, là, c'est pas tout le monde qui aimait ça, là. Il y a des gens qui ont toujours eu peur parce que souvent, c'est des gens qui avaient une petite allure physique un peu spéciale. Puis comme les ramancheurs, c'était des gens des fois un peu bizarres, puis souvent, mais c'était en soirée qu'ils allaient rencontrer les gens, il fallait que les gens soient revenus du travail. Bien, c'est là que ça a donné lieu à une légende là, du bonhomme 7 heures. Qui passait après le soir. Qui passait le soir, après souper, puis là, souvent, il s'en venait. Puis comme des fois, il y avait un petit air un peu spécial, mais c'était une bonne façon pour les parents de dire aux enfants « Allez vous coucher, le bonhomme 7 heures s'en vient ». Et là, il y a eu des représentations qui ont été faites par des artistes. On en a un exemple ici. Ça, c'est quelqu'un qui s'est fait conter cette histoire-là quand il était jeune. Là, on parle des années 50-60. Il a fait la sculpture il y a une douzaine d'années à peu près. Mais c'est un peu comment on le voyait, là. Donc, on le voit avec son horloge 7 heures. Puis là, les parents nous disaient, à 7 heures, c'est pas au lit. Surveille bien tes arrières. Le bonhomme 7 heures s'en vient. Puis là, le bonhomme 7 heures, qu'est-ce qu'il faisait? Il ramassait les enfants qui étaient encore dehors à 7 heures. Et là, ce que Michel Fédac, qui est l'artiste qui a fait la sculpture, bien, il a représenté avec son sac, dans lequel il y a des enfants, puis on voit les pieds, puis les jambes, les pieds, puis les bras, les mains qui dépassent. Fait que ça, une représentation comme celle-là, ça fait peur aux enfants aussi. Pierre nous présente un autre personnage qui a marqué notre imaginaire, le loup-garou. Bien, comme vous savez, la religion, anciennement, occupait beaucoup d'espace dans la vie de nos ancêtres. Puis, quand il y a quelque chose qu'on ne faisait pas correct, il pouvait nous arriver quelque chose. Puis, comme par hasard, ce que vous allez entendre tantôt par Pierre-Joseph, c'est quelqu'un qui n'a pas été à la messe de Pâques pendant 7 ans. Le chiffre 7 est important. Il y a 7 péchés capitaux. Il y a 7 commandements d'Église, dont le 4e, justement, oblige les gens à aller au moins une fois par année à l'Église pour la messe, et c'est celle de Pâques qu'il ne faut pas manquer. Bien, écoutez tantôt, vous allez comprendre. L'histoire que je vous raconte, c'est plus qu'une histoire, c'est un fait. Ça s'est passé dans mon village. J'avais un 5e voisin. Je ne dirais pas son nom, parce que c'est peut-être parent avec vous autres. Mais il y a eu un différend majeur avec M. le curé. On n'a jamais su ce qui s'était passé, mais à un moment donné, il a arrêté d'aller à la messe. M. le curé a même vendu son banc, parce que dans la paroisse, on avait des numéros, ces bancs. Moi, à Saint-Joachim, j'étais le banc numéro 7, à droite. Ça, c'était mon banc. Je payais pour mon banc, mais en tout cas. Fait que là, ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'il n'avait pas été à messe de Pâques. Vous savez qu'à 7, il peut arriver quelque chose. Ça fait que dans la semaine sainte, le curé, il a tenté d'aller le voir pour le ramener dans le droit chemin. Il ne l'a même pas laissé rentrer, il l'a mis dehors. Fait que Pâques passe, ça fait 7 ans que tu n'as pas été à la messe de Pâques, ben, tu es changé en loup-garou. Vous allez voir. Fait que Filion, mon 2e voisin, lui,
il était comme moi, au pied des côtes chez nous, où on avait une petite cabane à sucre. Fait qu'à un moment donné, Filion, il monte à sa cabane à sucre. Le soir, avant de redescendre, il y a une grosse bête noire qui apparaît. Oui, c'était pas un ours, c'était pas un chien, c'était pas un loup. Il était noir, puis il se lamentait, puis il suivait comme un petit chien de poche, et à travers les érables. Et Filion, il ne savait pas c'était quoi, pas tout. Fait qu'à un moment donné, il vient me voir le lendemain, il dit Pierre-Joseph, il dit, hier soir, à cabane à sucre chez nous, une grosse bête noire qui est venue, puis il rôdait autour de moi. J'ai eu peur. J'ai dit, inquiète-toi pas. J'ai dit, c'est un loup-garou. Il y a un truc pour s'en débarrasser. Ben, il faut qu'il saigne. Tu peux lui faire une croix dans le front, s'il est assez proche de toi. Sinon, tu lui donnes un coup avec un poinçon sur le museau. Il va saigner, puis il va disparaître. Fait que bon, Filion, il monte à cabane à sucre, toi. La bête arrive encore. Et puis il suivait, puis il suivait, puis il suivait. Puis à un moment donné, il était rendu proche de Filion. Mon Filion, il prend le poinçon qu'il avait dans sa poche de manteau, puis il organise un de ses coups sur le museau. Paf! Et ça se met à saigner. Puis là, le loup-garou, il s'en va. Il est disparu dans la forêt. Mais Filion me racontait ça le lendemain. Mais vous auriez dû voir. Tancrède Simard. Oh! Je ne voulais pas le nommer, mais je viens de le nommer. Tancrède Simard, il vient chez nous 3 jours plus tard. Parce qu'il avait besoin de foin, puis il n'y avait plus de foin pour ses bêtes avant l'été qui arrive. Mais vous auriez dû voir, quand j'ai ouvert la porte, la balafre qu'il y avait sur le bout du nez, oui. Il y a tout, ça fait que c'est lui qui avait été changé en loup-garou, mais là, il s'est remis à retourner à l'église, puis à tous les dimanches, il a racheté son banc, puis à tous les dimanches, il était là. Puis jamais plus, on a eu de loup-garou dans la paroisse. Restez aux aguets, car très bientôt, nous vous présenterons d'autres légendes.